Il est 8h32. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et tout de suite, nous accueillons Olivier Alain, vice-président de la région Bretagne, tête de liste Nous la Bretagne dans les Côtes-d'Armor pour les régionales. Il nous a rejoint en studio le temps d'arriver jusqu'au micro de la matinale. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Olivier Alain. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Alors, on va parler évidemment. Alors, je vous demandais juste de vous rapprocher un tout petit peu du micro. Voilà, ça c'est pour qu'on vous entende bien. On va parler de politique ce matin puisque vous avez décidé d'être tête de liste et de soutenir donc la liste de Thierry Burlot dans les Côtes-d'Armor. Une question qui nous taraude tous un petit peu, nous les commentateurs, les journalistes. Pourquoi il n'y a pas eu une union possible entre Thierry Burlot et le président sortant, Loïc Chenet-Girard? Peut-être il faut faire un tout petit peu d'histoire. 2015, les dernières élections régionales, Jean-Yves Le Drian avait fait déjà une liste de rassemblement. Je pense que la Bretagne, notamment par son côté rassemblé d'avance, n'est pas très clivante sur le plan politique, il fallait continuer de la sorte. Mais à partir du moment où peut-être la lecture de Loïc Chenet-Girard sur les municipales qui ont eu lieu en 2020, qui ont vu certaines grandes villes être emportées par des alliances PS, Europe Écologie Les Verts, je pense à Rennes, à Brest, à Quimper. Certains pensaient qu'il fallait en faire de même pour les élections régionales. Cette alliance de partis, du Parti Socialiste et d'Europe Écologie Les Verts, donc en mettant une priorité quelque part au Parti Socialiste et mettre en rupture quelque part ce qui avait été conduit par Jean-Yves Le Drian. Je rappelle quand même que la maire de Rennes avait fixé un peu le cahier des charges. Pas de marcheurs. Or, les marcheurs régionaux sortants sont tous des sociodémocrates, donc je pense que c'était de mauvais augure quelque part. C'est ce qui a amené certains d'entre nous à solliciter Thierry Burlot pour faire une liste de larges rassemblements, comme Jean-Yves Le Drian l'avait fait en 2015, avec des sociodémocrates, avec des chrétiens démocrates, qui ont les mêmes valeurs quelque part. Les valeurs d'humanisme, soucieux aussi d'apporter des correcteurs de régulation, d'équité entre les territoires, entre les gens qui sont plus en souffrance. Donc c'est ça qui nous a conduit à faire cette liste de larges rassemblements avec Territoire de Progrès dont je fais partie, avec La République En Marche, avec l'UDI, avec le MoDem, avec Volt. Qui vous a rejoint il y a quelques temps. Nous a rejoint il y a quelques temps, et donc d'avoir conduit par Thierry Burlot. Alors justement, vous faisiez allusion, Olivier Alain, à Jean-Yves Le Drian. Il est embêté, Jean-Yves Le Drian, il ne peut pas soutenir l'un ou l'autre. Ou il soutient les deux, ou il soutient personne. Jean-Yves, personne d'abord c'est à lui de s'exprimer. Je suis convaincu qu'il le fera au cours de cette campagne. Il l'a dit, et les médias l'ont bien rapporté, qu'il attendait de voir les projets, les alliances, avant de s'exprimer. Donc jusque-là, il ne pouvait pas le faire parce qu'il n'y avait pas de projet. Il n'y avait pas non plus éventuellement d'alliance, ni de candidat déclaré, ni de liste. Donc, en tous les cas, avec Jean-Yves Le Drian, il s'exprimera en heure et en temps. Et personne ne peut se permettre de s'exprimer à sa place. Voilà, de toute façon, on ne l'aurait pas fait, qu'on soit bien d'accord. C'était juste pour avoir un peu votre ressenti autour d'un soutien possible de Jean-Yves Le Drian. On a entendu beaucoup de voix aussi qui s'élevaient contre cette scission, je ne sais pas si le terme est peut-être un peu fort, mais qui pourrait profiter aussi au Rassemblement national, qui monte, qui gagne du terrain dans notre région, ce qui n'était pas le cas avant, il faut bien le noter. Alors là, on pourrait faire une analyse autour des causes de cette percée du Rassemblement national. Est-ce que ça vous inquiète ? Bien sûr que ça nous inquiète. Jusqu'à présent, la Bretagne a toujours été plutôt... le Front National n'a jamais fait de gros scores. Donc j'espère qu'il en sera de même.
La Bretagne est une terre européenne déjà, hein, qui a su ne pas tomber dans les travers du Front National. J'espère qu'il en sera de même ici. On verra bien. Est-ce qu'on peut imaginer que la crise a accentué peut-être une forme de désespoir et que certains électeurs, certaines électrices sont tentés de se tourner vers le parti de Marine Le Pen ? Le Front National prospère sur le désespoir. Et en rajoute quelque part, hein, sans apporter bien entendu aucune solution. J'espère que nos concitoyens seront raisonnables quelque part, parce que on vit des moments extrêmement compliqués, hein, avec cette crise du Covid qui bouleverse tout. Mais je trouve qu'en France, on est quand même bien protégé quelque part. On a le gouvernement a sorti quand même des plans de relance, a permis malheureusement à ceux qui ont des fermetures obligatoires administratives, hein, des restaurants, des commerçants, d'être bien aidés, et heureusement, Et quand on discute avec ceux qui sont victimes de fermetures administratives, ils disent heureusement quelque part qu'on a la solidarité nationale pour, face à cette pandémie, continuer à avoir un peu d'espoir et pouvoir réouvrir, parce que quand la vaccination sera terminée, on espère qu'on puisse vraiment parler de cette crise au passé. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont pointé du doigt la gestion, alors parfois un peu erratique, hein, c'est ce qui a été un peu ressenti de cette crise, de cette pandémie par le gouvernement ? Les Yaka Faucon et ceux qui disent ce qu'il fallait faire après ont toujours existé. Il y en a qui ne sont pas une contradiction près. Et certains, je voudrais bien, des fois, qu'on repasse ce qu'ils ont pu dire à un moment donné. Je ne sais pas citer le professeur et ceux qui voulaient qu'on utilise certaines molécules qui sont avérées quelque part complètement stupides. Donc, franchement, il faut être modeste en la matière, parce qu'on avance en marchant. Et les mêmes... Certains députés bien connus de la circonscription ici qui voulaient qu'on ouvre à tout va, on a vu ce que ça donne, et y compris dans le secteur de l'Oudiac, on n'est pas épargné. Donc il faut raison garder, il faut être raisonnable. Il faut pas, je pense qu'il faut faire confiance aussi et s'appuyer sur la connaissance scientifique, sur les épidémiologistes. Il faut un bon dosage entre le confinement et ne pas complètement brider l'activité économique. Je constate qu'en Allemagne, la situation est aussi compliquée, qu'en France, elle est aussi bonne qu'ailleurs, on va dire. Donc, je pense que, il faut ne pas en rajouter et avoir quand même une forme de solidarité. Et je crois qu'il faut aussi que nos concitoyens se vaccinent, hein. J'ai moi-même été me faire vacciner, puisque j'ai plus de 55 ans, avec AstraZeneca. J'étais un peu désolé de voir le pharmacien me dire que finalement, il n'y a plus la presse. Et tant qu'on ne sera pas passé vers une vaccination massive, on sera toujours dans une situation à problème. Donc on sait que la seule solution, c'est la vaccination massive. Les vaccins sont là maintenant, donc j'invite tous nos concitoyens à y aller, parce qu'en tant qu'éleveur, c'est vrai que si on fait un petit parallèle, c'est quand on a vacciné en masse qu'on protège un troupeau, mais c'est pareil sur l'activité humaine, hein. Tant qu'on n'aura pas atteint un taux de vaccination assez élevé, on aura, avec des conséquences que chacun connaît, même chez les jeunes, hein, qui sont pris de cette contamination et qui sont très malades. Donc je crois qu'il faut ne pas hésiter à se faire vacciner, puisque maintenant les vaccins, au moins pour ceux qui ont plus de 55 ans, sont disponibles. Voilà, et je confirme aux auditeurs, vous allez très bien. Il y a eu cette peur quand même autour d'AstraZeneca. Vous n'avez pas eu peur, vous êtes allé en confiance. Totalement. Les Anglais qui ont démarré avant nous, puisque c'était un vaccin aussi anglais, vont peut-être mieux s'en sortir. Donc je crois qu'il faut faire avec les différents vaccins. La vaccination est le seul moyen. Voilà. On n'a pas été assez vite sur la vaccination, de votre point de vue ? Il fallait avoir des vaccins. Tant qu'on les avait pas, c'était pas facile de faire, parce que tout le monde est demandeur, hein. Les pays pauvres, malheureusement, n'ont pas été les mieux servis. Donc maintenant que les vaccins sont disponibles et qu'ils arrivent, il faut y aller.
Alors Olivia, là on va parler de la Bretagne. Alors la Bretagne a un petit peu mieux résisté à cette terrible pandémie, avec beaucoup de choses qui bougent dans notre région. Alors on a vu arriver souvent les métropolitains, ils ont été un peu pointés du doigt, ceux qu'on a un petit peu affublés du terme de parisien. Ça a aussi mis en exergue beaucoup de choses, les infrastructures, le logement, l'immobilier aussi qui est en train de grimper un petit peu en Bretagne avec ces nouveaux arrivants, mais aussi en contrebalance des territoires qu'on voyait mourir, on peut le dire comme ça, ou en tout cas se désertifier, on pourrait le dire aussi comme ça, voir arriver de nouveaux arrivants, des familles, des écoles peut-être qui pourront réouvrir. Est-ce que ça c'est bénéfique pour notre région? C'est sûr que on n'est pas fini de parler de l'avant et de l'après-Covid. Et les territoires ruraux, quelque part, et Corlay en particulier, on a un de nos adjoints qui est agent immobilier. Il avait un stock de maisons avant pandémie qui était de 46 maisons. Le stock est presque à zéro. Donc c'est vrai qu'il y a un afflux quelque part dans des territoires ruraux parce qu'on se rend compte que des bienfaits de l'intérêt de la campagne pour un tas de raisons, ça peut être que bénéfique parce que tout le centre-Bretagne qui voit vieillir sa population et qui voit diminuer sa population, si on peut réinverser cette courbe et avoir moins de maisons à vendre, c'est bon pour les commerces, c'est bon pour les écoles. Donc, franchement, autant il y a des territoires comme la périphérie de Rennes qui sont en croissance de population, qui a du mal quelque part, une spéculation immobilière qui a du mal à loger tous ses habitants. Autant on a besoin de ce rééquilibrage. Et je crois que ça c'est qu'une bonne nouvelle. Et c'est pour ça qu'il va falloir faire attention à ce qu'on ne concentre pas les populations dans les métropoles ou dans les zones littorales, mais bien que ce soit tout le territoire qui en profite. Et de ce côté-là, sur un plan économique, c'est vrai que ce qui a caractérisé quand même la Bretagne par rapport à certaines zones rurales, quand on va dans le Massif central, quand on va dans le Grand Est, qui sont complètement désertiques, ça a été l'élevage et l'agroalimentaire. C'est ce qui a permis de freiner l'exode. Alors ici, il y a un phénomène qui se passe depuis le Covid, comme on en parle d'attractivité du centre-Bretagne, mais il a été bien entretenu grâce, regardez un peu à Carmenay, l'entreprise Carmenay à Collinet, 4500 salariés, donc c'est sûr que c'est que des petits territoires ruraux tout autour. Donc l'enjeu aussi de ces régionales, ça va être le développement économique. Quelle répartition sur son territoire? Vous connaissez l'ambition de Thierry ou de la mienne également sur l'agriculture, l'agroalimentaire et sur l'élevage. Alors on va en parler justement, parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour de l'agroalimentaire. Alors on sait que c'est aujourd'hui le socle économique de la région Bretagne, mais alors on est en pleine mutation. Aujourd'hui, là aussi, le Covid est passé par là, on a commencé à développer des circuits courts, et puis il y a ces tensions entre les agriculteurs qui font de l'agriculture, on va dire, conventionnelle, et ces nouveaux agriculteurs qui font de l'agriculture bio. Comment arriver à faire... je vous avais posé déjà la question, mais je vous la repose finalement, Olivier Alain. Comment arriver à faire dialoguer ces deux mondes? On a l'impression qu'il y a un fossé entre les deux. Je pense que c'est caricaturé. On peut, parce que l'agriculture biologique est de proximité. Il y avait un reportage également hier soir. La croissance est un petit peu plus faible, parce que ça coûte un peu plus cher. Le pouvoir d'achat, il est ce qu'il est. Je pense que, et je pense, c'est pas je pense, c'est que les deux peuvent cohabiter. Quand certains programmes électoraux proposent que les Bretons nourrissent les Bretons, enfin c'est juste de la folie. Il faut savoir qu'en Bretagne, on nourrit l'équivalent d'un peu plus de 20 millions d'habitants, notamment dans les productions animales. S'il fallait revenir à juste la population bretonne, c'est-à-dire 3,2 millions, on peut supprimer à peu près 70% de la production. Et je trouve quand même que c'est particulièrement égoïste. Dans le monde entier, il y a des territoires qui peuvent, par leurs conditions pédoclimatiques, un peu plus produire que d'autres. Heureusement qu'il y a des territoires qui produisent un peu plus pour les autres. Et donc cette agriculture conventionnelle qui a fait des efforts considérables, il faut toujours avoir en tête qu'on est une région qui sort des contentieux nitrates au niveau européen, que d'autres régions, notamment allemandes, où ils ont mis beaucoup de méthanisation, beaucoup de maïs, rentrent dans des contentieux nitrates. On a 40% de nos masses d'eau en bon état écologique. Il y a du résultat. Il y a encore des stigmates avec des algues vertes, il ne faut pas les nier. On va en parler, il y a un rapport. Mais il y a des chiffres
de taux de nitrate qui incontestablement baisse. C'est aussi le travail de Thierry Burlot, qui a su, puisque c'était le dossier qu'il a conduit à la région depuis de nombreuses années, il a réussi justement à faire travailler les agriculteurs, les associations environnementales pour obtenir ce résultat. Rappel, 40% des masses d'eau en Bretagne en bon état écologique, les Pays de Loire sont à 8, la Vendée est à 1. Donc ça, ce sont des critères indiscutable du ministère de l'Environnement et qui montre bien l'effort et la réussite quelque part de l'ensemble du monde agricole. Alors il y a ce rapport de la Cour des comptes que nos confrères de Télégramme ont pu consulter, on en parlait ce matin dans la revue de presse, rapport qui pointe un peu du doigt le fait que bien voilà, on a beaucoup investi mais les résultats sont pas forcément là. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à la Cour des comptes? Alors, il y a encore des algues vertes. Il faut regarder les tonnages récoltés. On va prendre depuis les années 2008-2009 jusqu'à 2021. Il y a une décroissance avec quelques petits des fois, mais si on regarde les tendances de fond, elles baissent. Et elles baissent considérablement en termes de tonnage. Mais le peu qu'il y a, je comprends le désagrément que ça peut poser aux communes littorales et qu'il faut qu'on l'éradique complètement. Mais il va falloir encore quelques années. Je crois qu'il faut être honnête, il faudra encore quelques années, parce que la nature, c'est un milieu inerte, enfin, avec une inertie plutôt qui fait qu'il faut du temps pour... mais il y a, comme je le disais tout à l'heure, encore des chiffres qui sont encourageants en termes de taux de nitrate. Donc il faut continuer les efforts quelque part, et tout autour des zones humides, il y a sûrement des choses à faire encore en matière d'enherbement des parcelles. Il y a encore matière avec l'agriculture régénératrice aussi, dont on vient d'initier à la région Bretagne une MAEC, une mesure agri-environnementale et climatique spécifique pour justement pour que les éleveurs de porc, les éleveurs de volailles qui étaient un peu exclus du dispositif de mesures agri-environnementales et climatiques puissent bénéficier et rentrer dans ce genre de dispositif. Donc il faut pouvoir donner des solutions à tout type d'agriculteurs pour réduire les fuites et tout en produisant, mais réduire les intrants, réduire les fuites, ça doit être sans atteindre la compétitivité. C'est une ligne de crête qui est mince, mais qui est la seule qui puisse permettre de continuer à reconquérir la qualité de l'eau et quand même d'avoir des agriculteurs qui peuvent produire et l'industrie d'aval derrière. Alors, on va conclure sur ce sujet de l'agriculture avec l'agroalimentaire, alors qui est pointé du doigt. Des associations pointent régulièrement les grandes industries agroalimentaires. Alors ici, il ne s'agit pas évidemment de rentrer dans un dossier complexe qui mérite explication, mais on a vu quand même une consoeur journaliste, par exemple Morgane Large, qui travaille chez nos confrères d'RKB, être menacée, avoir même un sabotage sur sa voiture. Est-ce que vous trouvez que ça va trop loin finalement, au bout d'un moment? C'est inadmissible de s'attaquer à un journaliste. Inadmissible. Il n'y a pas de mots assez... c'est ridicule et franchement, c'est sans commentaire. La presse doit pouvoir s'exprimer, dire ce qu'elle a envie de dire. On est dans un pays démocratique. En tous les cas, je peux que condamner ce genre d'exactions et qui sont pas malins. Franchement, en plus, c'est franchement lamentable. Il n'y a pas d'autres commentaires à faire. Voilà, alors on y reviendra évidemment tout au long de cette campagne autour de l'agriculture et de cette mutation agricole que la Bretagne a entamée, même si c'est encore un petit peu long. La réforme des territoires, on en parle beaucoup. Je vais vous poser la question, je pose à tous les candidats. La réunification de la Bretagne, comment vous vous situez? C'est un sujet qui est récurrent, qui anime les débats de la collectivité depuis des années et des années. Il faudra demander l'avis également aux autres, c'est-à-dire aux habitants de Loire-Atlantique, aux habitants des Pays de Loire aussi, parce que on sait que si la Loire-Atlantique devient bretonne, que deviennent les autres. Donc c'est un sujet qui est important, mais au-delà des postures, il faut travailler ces sujets, continuer à réfléchir, et avec nos voisins ligériens, bien entendu. La langue ou les langues de Bretagne aussi, on en parle beaucoup avec la loi Molac qui a été adoptée. Alors, qui repasse en tout cas pour une partie de la loi devant le Conseil d'État. Il y a un recours, alors on ne va pas rentrer là non plus dans le côté technique, mais est-ce que c'est une bonne chose cette loi sur les langues régionales? Très bonne chose, très bonne chose. Il y a eu vraiment tous les députés de Breton
ont été solidaires de cette loi-là, parce que notre culture, nos langues, c'est l'identité de la Bretagne. Et j'espère en tous les cas qu'on pourra continuer, enfin que la loi arrivera à être efficace quelque part, à rentrer en application, et que le recours soit rejeté. En tous les cas, c'est quelque chose qui a fait l'unanimité. Et puis aussi qui correspond au discours du président de la République de Quimper, hein, quand il parlait de différenciation. Là, on a un exemple de différenciation quelque part, et qui fait l'unanimité en Bretagne. Donc, je ne vois pas pourquoi quelques-uns, quelques peut-être laïcards, ils vont à redire sur quelque chose qui fait l'unanimité. Enfin, il y a aucun danger quelque part. Je trouve que c'est ridicule, même ceux qui ont osé porter ce dossier au Conseil constitutionnel. Olivier Alain, on va parler aussi de la sécurité, parce qu'en Bretagne, il y a cette question de la sécurité qui s'invite dans le débat avec des villes comme Rennes, comme Brest. Alors là encore, il ne s'agit pas de les montrer du doigt, bien entendu. Il s'agit d'un phénomène qui est national, qui est même au-delà de nos frontières. Cette insécurité, ce trafic de drogue en Bretagne, qu'on va monter, la Bretagne était un peu épargnée jusqu'alors. Est-ce qu'il va falloir prendre, j'allais presque dire, le mal à la racine? Alors on a parlé beaucoup de la possibilité, comme d'autres régions européennes, que la Bretagne se dote d'une police, en tout cas d'une force d'intervention autour de ces problèmes. Je crois qu'il faut aussi pas se disperser. Je rappelle quand même que le budget de la collectivité régionale, c'est 1,6 milliard. Certaines régions allemandes, qui sont beaucoup plus des régions fédérales et décentralisatives, sont des budgets 10 fois supérieurs aux nôtres. Donc, je pense que tout ce qui est sécurité doit appartenir à... C'est l'État, l'État régalien. Et si les régions doivent s'emparer, je pense que c'est pas une bonne idée. Chacun son rôle. Il y a une loi NOTRe qui a clarifié les compétences des départements, des régions, des EPCI, des communes. Si les régions maintenant doivent aussi intervenir en matière de sécurité, on prend l'argent où ? Sur quel budget? Je crois qu'il ne faut pas faire de démagogie en la matière. Et vraiment, la sécurité, c'est du régalien, c'est du rôle de l'État. Et les régions n'ont pas à intervenir sur ce sujet-là. Par contre, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du Rassemblement national, c'est vrai que c'est une demande, il y a un sentiment d'insécurité. Est-ce que la région ou une ville peut éventuellement se saisir de ce dossier, demander à l'État qu'il y ait plus de moyens ? Bien sûr, quand elle voit qu'il y a des déficits, c'est de le demander, de renforcer les moyens de police, ou de gendarmerie, mais c'est souvent de police. Mais encore une fois, ça n'est pas aux collectivités territoriales d'en assurer budgétairement et d'imaginer quelque chose à côté, en parallèle de ça. Donc je sais que le Front National utilise tout pour faire de la polémique et de la mauvaise polémique et pas mal de démagogie. On ne rentrera pas dans ce débat-là. Il faut être... Les élections régionales et départementales, c'est quelque chose de sérieux. Il faut avoir un projet qui est sérieux et ne pas surfer sur une vague en imaginant des choses qui n'ont pas lieu d'être quelque part et qui ne seraient pas sérieuses. Alors, il nous reste une petite minute. J'avais envie de vous poser la question. Comment ça se passe, Olivier Alain, sur le terrain en cette période compliquée, on va le dire, pour mener campagne ? Alors c'est pas simple, mais notre idée du bus là, je trouve que c'est une bonne idée. Vous avez un bus tout jaune, un bus tout jaune avec les couleurs, nos couleurs quelque part. C'est moins qu'on puisse dire, c'est qu'il passe pas inaperçu. Donc il est resté pendant le confinement, bien entendu, ramassé. On est autorisé à ressortir depuis mardi. Donc voilà, on va à la rencontre de nos concitoyens dans les territoires, dans les villes, et on fait campagne dans les conditions que chacun connaît. Donc c'est vrai que c'est pas l'idéal. On doit s'adapter en respectant les gestes sanitaires, avec des petits groupes. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait un débat. Les collectivités, et notamment régionales, depuis la loi NOTRe, ont pris un rôle considérable, même si les budgets sont ce qu'ils sont. Et donc, nos concitoyens ont besoin de savoir quel est le projet des uns et des autres. Et les Bretonnes et les Bretons choisiront. Un dernier petit mot autour de l'abstention. C'est quelque chose que l'on craint.
c'est quelque chose qui nous mine, l'abstention, parce que l'abstention favorise toujours un peu le vote extrême. Donc, je pense qu'il faudra quand même tous les moyens vont être mis, y compris peut-être de voter dehors. Les assesseurs seront pour la plupart vaccinés. Il y a des consignes qui vont être données pour que nos concitoyens se déplacent. Je rappelle aussi qu'on pourra voter la procuration. Jusqu'à présent, on pouvait avoir qu'une procuration. Vous pourrez en avoir 2 pour ceux qui ne peuvent se déplacer. Donc il faut tout faire, il faut voter. Voter, c'est très important de voter. Et donc j'espère que, au fur et à mesure, surtout il y a une double élection ici, qu'au fur et à mesure où la campagne va avancer, qu'on puisse faire mentir les pronostics d'une participation faible. Alors, on va continuer à suivre la campagne, à inviter les différents candidats, leurs représentants. Ce que vous avez fait ce matin, en l'occurrence Olivier Alain, puisque je rappelle que vous êtes vice-président de la région Bretagne, tête de liste Nous la Bretagne avec le bus jaune, tête de liste donc dans les Côtes-d'Armor pour ces élections régionales. Et vous êtes venu jusqu'à nous depuis Corlay, voilà, malgré les vicissitudes de la route. Et je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.